15 heures sur Télé Djibouti, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Voici les titres. Le président de l'Assemblée nationale, le porteur d'un message du président de la République, est en mission en Afrique du Sud. Le ministère du Commerce et du Tourisme organise un atelier concernant la validation et le lancement du plan stratégique de développement durable de l'IGAD. Et au Brésil, la production de café est impactée par une sécheresse. Voilà pour les titres, bonjour à tous. Le président de l'Assemblée nationale de l'État, Mohamed Dilleta, porteur d'un message du chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, son homologue et frère, le président de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, a été reçu en audience hier par la présidente de l'Assemblée nationale de la République d'Afrique du Sud, Madame Todo Didiza, au siège du pape. L'objectif de cette rencontre était de transmettre un message de fraternité et de soutien pour la candidature du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, pour briguer au poste de président de la Commission de l'Union africaine en février 2025. Après les remerciements d'usage à l'endroit de son homologue, le président de l'État est entré dans le vif du sujet de cet entretien en exprimant le souhait de notre pays de bénéficier du soutien de ce grand pays pour sa candidature à l'Union africaine. Aussi, le président du Parlement djiboutien a fait valoir le volume d'expérience accumulé par la République de Djibouti par le plus haut leadership ainsi que son candidat, en l'occurrence le ministre Mahmoud Ali Youssouf, ministre depuis 2 décennies. Il a aussi rappelé l'importance de cette candidature pour Djibouti et pour toute l'Afrique. Et avant de clore les discussions, le président a officiellement remis le message du chef de l'État suivi par un échange de cadeaux. Et dans le cadre de la campagne diplomatique constante conduite par la République de Djibouti pour la candidature du ministre des Affaires étrangères, Mahmoud Ali Youssouf, au poste de président de la Commission de l'Union africaine, la ministre de la Femme et de la Famille, Mouna Ousmane Aden, envoyé spécial du président de la République, a été reçu le 20 septembre par le vice-président de la République des Seychelles, Ahmed Afif. Lors de sa rencontre avec M. Afif, Mme Mouna Ousmane a transmis un message du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, adressé à son homologue séchellois, Wavel Ramkalawan. Au cours de cette audience, Ahmed Afif et Mouna Ousmane ont également eu l'opportunité d'évoquer différents sujets d'intérêt commun, telles que les relations existantes entre les deux États, les voies et moyens de renforcer les domaines de coopération économique et culturelle ou encore les enjeux de la sécurité maritime dans l'océan Indien. Une importante délégation conduite par le ministre du Commerce et du Tourisme en sa qualité de président de l'IGAD chargé du tourisme, Mohamed Warsama Diriye, s'est rendu à Addis Abeba du 18 au 20 septembre dernier pour participer à la validation et au lancement du plan stratégique de développement durable de l'IGAD pour la période 2024-2034. Lors de la première journée consacrée à l'examen du projet STMP, le ministre du Commerce et Tourisme a, dans son intervention auprès de ses pairs de l'IGAD, indiqué en tant que président de l'IGAD que les travaux qui nous réunissent aujourd'hui marquaient un moment historique, à savoir la signature et le lancement du plan stratégique du tourisme durable pour la période 2024-2034 de la région de l'IGAD. Ce document n'est pas simplement un plan, mais une vision collective qui pose les fondations d'une coopération régionale accrue et d'un développement durable du tourisme dans notre région. Aujourd'hui, nous franchissons, a-t-il indiqué, une étape cruciale dans l'intégration régionale en reconnaissant la puissance du tourisme comme moteur de croissance économique, de création d'emplois et de rapprochement entre nos peuples. Écoutons l'intervention du ministre du Commerce et du Tourisme à présent. C'est avec une immense fierté et un profond sens de responsabilité que je prends la parole aujourd'hui en tant que président de l'IGAD pour les travaux qui nous réunissent aujourd'hui pour marquer ce moment historique, à savoir la signature et le lancement du plan stratégique de développement durable 2024-2034 de la région de l'IGAD. Ce document n'est pas simplement un plan, c'est une vision collective qui pose les fondations
d'une coopération régionale accrue et d'un développement durable du tourisme de notre région. Aujourd'hui, nous franchissons une étape cruciale dans l'intégration régionale en reconnaissant la puissance du tourisme comme moteur de croissance économique, de création d'emplois et de rapprochement entre nos peuples. Actuellement, le secteur du tourisme représente en moyenne 8,7% du PIB de la région de l'Afrique de l'Est et dispose cependant encore d'énormes potentialités non exploitées pour sa croissance. Au niveau mondial, cette contribution reste faible avec un taux de 3% en 2023. Notre engagement à travers ce plan stratégique décennal est clair, faire de la région de l'IGAD une destination touristique mondiale compétitive et attractive. Pour ce faire, l'élaboration de ce plan vise à atteindre 5 objectifs stratégiques que je me permets de rappeler ici. Le premier objectif est d'identifier des domaines stratégiques de coopération dans le développement touristique entre les États membres de l'IGAD. Et nous savons tous que le potentiel touristique de notre région est immense et varié, de la beauté naturelle de nos paysages à la richesse de notre patrimoine culturel. Dans l'actualité, toujours, une cérémonie de remise officielle de l'unité de recyclage intitulée La Fabrique a eu lieu ce week-end au conseil régional d'Obok. Cet événement a rassemblé de nombreuses personnalités politiques de la région et des responsables des systèmes des Nations Unies et de l'Union européenne. Et la délégation conduite par le secrétaire d'État au sport Hassan Mohamed Kamil a été reçue par le préfet de la région d'Obok, Moussa Adan Migane, et par le président du conseil régional, Mohamed Ahmed Ismail, dans la résidence du préfet. Et après la visite de courtoisie, la délégation s'est dirigée vers le site de la cérémonie, notamment au parc de loisirs. La cérémonie a commencé par la lecture du Saint-Coran, suivi des chants et de l'hymne national, et s'en suivi des interventions des officiels. Ensuite, le conseil régional d'Obok et l'Organisation internationale pour les migrations ont procédé à la signature de l'acte de transfert de l'usine. Le conseil régional représenté par son président et l'OIM par Mme Tandja, chef de mission. Suivons à présent l'intervention des autorités de la région d'Obok, notamment celle du président du conseil régional. Important qui est le transfert de l'unité de recyclage des bouteilles plastiques en pavé, une première à l'échelle nationale. Ces projets innovants de recyclage, réalisés grâce à l'appui financier et technique de l'OIM, a vu le jour à la demande des autorités préfectorales et régionales d'Obok. Depuis bientôt 2 ans, le conseil régional d'Obok et l'OIM se sont engagés à œuvrer ensemble sur des actions et projets liés à la migration, et c'est à travers un document cadre de coopération. Mesdames et messieurs, la fabrique d'Obok, dont tel qu'on l'appelle aujourd'hui, s'inscrit dans le cadre de la vision des autorités de la région, à savoir le conseil régional et la préfecture, de faire d'Obok une ville propre, une ville verte et une ville où il fait bon vivre, en relevant les défis posés par le déchet plastique en une opportunité économique. Faire de la fabrique par l'OIM au profit du conseil régional d'Obok s'inscrit dans la droite ligne de la politique de la décentralisation impulsée par le président de la République, chef du gouvernement, Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, à qui j'adresse aussi bien en mon nom qu'au nom de toute la communauté obokoise notre profonde gratitude. Mesdames et messieurs, ce projet n'est pas une fin en soi. Obok mérite d'être une ville propre, une ville qui brille par son exemplarité. Avec la fabrique d'Obok, chaque déchet plastique qui pollue hier nos rues, nos plages et notre environnement deviendra demain une ressource.
Ce plastique que nous transformons en pavé est le symbole de notre capacité à transformer les défis en force. C'est ainsi que nous faisons d'Obok une ville propre, une ville moderne. Et suivant à présent l'intervention de la représentante de l'OIM, du système des Nations Unies et du chargé d'affaires de l'Union européenne. J'ai compris que la migration, c'est un point très important pour la région d'Obok et que toutes les communautés qui sont touchées par la migration sont touchées aussi sur le côté socio-économique. Et que cette initiative, ça nous aide sur plusieurs niveaux. Ça nous aide à créer de l'emploi, ça nous aide à former les jeunes, ça nous aide dans la communauté et ça nous aide bien sûr sur le côté de l'environnement. Dans le développement, tout est lié. Quand on touche le bien-être de la communauté, on est en train de toucher aussi le bien-être du pays. On est en train de soutenir le développement de la région, ce qui veut dire aussi le développement du pays et le bien-être de tout le monde. Je vais destaquer des choses de ce projet. Un, c'est l'innovation. On parle souvent de faire innovant, de think out of the box, comme dit en anglais, penser différent, inventer des idées, des solutions différentes. Et je crois que vous, au BOC, vous avez trouvé une idée innovante, différente, de convertir le plastique, transformer le plastique dans un outil pour la construction. C'est une façon de recycler le plastique qu'on trouve sur la rue, de diminuer la pollution. Quand on fait des innovations, on prend des risques. Et vous avez pris les risques, comme Bianca de IOM vient de nous expliquer. Au début, on a commencé, on a vu les failles qu'il y avait dans les projets, et vous avez trouvé des solutions. Et aujourd'hui, je crois qu'on a un projet exemplaire pour les répliquer au BOC, mais aussi dans les autres régions. Comment transformer le plastique, le recycler et le transformer dans quelque chose qu'on peut utiliser pour la construction. C'est formidable, félicitations pour l'initiative. L'Union européenne, à travers ces projets, a appuyé le gouvernement djiboutien dans la gestion des flux de migrants à travers des actions concrètes qui facilitent la gouvernance migratoire, notamment la mise en place d'un système de référencement national, entre autres. Reconnaissant le poids significatif de la migration mixte sur Djibouti, et particulièrement dans la région de Bok, l'UE a soutenu les pays dans le secteur le plus touché via des actions pérennes et des actions communautaires. Et suivant également l'intervention du secrétaire d'État au sport, Hassan Mohamed Kamel. Aujourd'hui, nous avons une fabrique unique en son genre. Unique pourquoi? Parce qu'elle s'est faite à Obok, qui reste aussi unique. Obok est la première capitale de Djibouti. Nous avons aussi la première fabrique qui s'est faite à Obok et pour la première fois. Donc, je pense que les Obokois aujourd'hui doivent être fiers de cette initiative. Mais ils ont une double responsabilité parce qu'il faut préserver cette fabrique aujourd'hui parce qu'il va être dans les mains du président du conseil régional. Et c'est dans ce sens que je vais exhorter le président du conseil régional à persévérer et de garder ces bijoux en bonne main. Notre cérémonie, sincèrement, une mention spéciale au président du conseil régional qui est accompagné de mon ami le préfet de la région qui le soutient à tout moment parce qu'aujourd'hui ce qui se passe à Obok, ça ne se passe pas aussi dans les autres régions. Et après la première phase de la cérémonie organisée dans l'enceinte du parc de loisirs, les officiels se sont rendus à l'unité de recyclage où les attendaient les staffs et les collecteurs de la fabrique. Démonstration de différentes phases de recyclage du plastique leur a été faite enfin à l'issue de cette journée trop chargée et haute en couleurs. Ce projet étant une première dans la République de Djibouti, les certificats ont été remis aux différents employés de la fabrique.
Et suivant à présent les quelques réactions des personnalités et des employés donc présents lors de cette cérémonie, notamment celle du président de l'ANCLD, M. Omar Hussein. Comme vous avez pu le constater aujourd'hui, nous sommes venus voir la fabrique de sachets plastiques en pavé. Et c'est une solution innovante et sur l'invitation du président du conseil régional que nous remercions et que nous aussi félicitons cette initiative que toutes les régions peuvent produire pour que les déchets plastiques que vous connaissez, qui encombrent, qui salissent nos villes, et soient débarrassés et pour avoir une ville propre comme celle de Bok. Nous sommes venus aussi en même temps pour l'appuyer en ma qualité du président de l'ANCLD et l'appuyer et le féliciter pour ces initiatives qui sont vraiment, comme je dis, innovantes et que nous devrons dupliquer dans les autres régions. Et nous avons aussi l'intention de voir comment collaborer pour encore produire plus. Et la région de Tadjoura est prête aussi pour envoyer les déchets qui sont là-bas sur Bok, afin que la production augmente, qu'il y ait une pérennité dans cette usine. Et ça, c'est important. Et nous remercions les bailleurs qui l'ont soutenu. Et c'est nos bailleurs aussi communs. Et pour que aussi ce soutien puisse augmenter dans l'avenir et avoir des productions et des emplois encore plus. Le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, a effectué une importante visite d'inspection sur le terrain au poste de commandement de l'unité de Yoboki. Cette visite avait pour but d'évaluer l'avancement des travaux d'infrastructure en accord avec les directives émises et le financement alloué par le chef suprême des armées. Sur place, le général Zakaria a rencontré les militaires stationnés à Yoboki ainsi que les responsables du chantier. Il a tenu à saluer les efforts déjà fournis tout en rappelant l'importance cruciale de poursuivre sur cette lancée. Le général Zakaria Cheikh Ibrahim a insisté sur l'accélération des travaux afin de respecter les délais fixés, soulignant l'importance des infrastructures pour améliorer les conditions de vie de nos soldats. Il a ensuite tenu une réunion avec les entrepreneurs en charge des travaux, discutant des stratégies à adopter pour maintenir ce cap et accélérer les constructions. Et dans le cadre de ces visites de contrôle sur le terrain, le général Zakaria Cheikh Ibrahim s'est également rendu au lac Assal où une nouvelle caserne militaire est actuellement en construction. Lors de cette visite, il a procédé à une évaluation minutieuse de l'état d'avancement des travaux. Et comme à Yoboki, le chef d'état-major général des armées a souligné l'importance stratégique de cette zone pour la République de Djibouti et a exhorté les équipes en charge du projet à accélérer le rythme des travaux. La construction de cette caserne est essentielle pour renforcer notre dispositif de défense et garantir la sécurité nationale. Lors de chacune de ces interventions, le chef d'état-major a réaffirmé la nécessité impérative de respecter les délais fixés tout en continuant à améliorer les conditions de travail de nos militaires. Il a mis l'accent sur son engagement à soutenir les efforts de renforcement des capacités opérationnelles de nos forces armées, appelant à une vigilance constante sur le terrain. Cette initiative témoigne de la détermination des autorités militaires à moderniser et à optimiser nos infrastructures militaires tout en assurant le bien-être de nos soldats.
tiir la iirkadaanahay adiga haadantaanahay. Dans l'actualité également, une délégation parlementaire djiboutienne a pris part aux travaux du 4e forum eurasien qui s'est tenu du 18 au 20 septembre dernier à Saint-Pétersbourg en Fédération de Russie. La délégation parlementaire était composée de l'honorable Husseina Abdelkader, membre du groupe d'amitié Djibouti-Russe, et de l'honorable Aïcha Habib et de Habib Mohamed Ebo. Ce forum est une plateforme internationale influente, majeure, qui permet aux femmes dirigeantes de tous les continents d'engager un dialogue et d'adopter des décisions communes relatives aux questions d'ordre stratégique. Le Forum féminin eurasien est la plus grande plateforme internationale qui regroupe des femmes parlementaires, des représentants des pouvoirs publics, des organisations internationales et les multinationales du milieu des affaires et la communauté scientifique, des organisations de la société civile ainsi que des personnalités influentes du mouvement féministe. Le secrétaire général du ministère de la Santé, Mohamed Ali Mohamed, a présidé hier à l'hôtel Kempinski un atelier de restitution des résultats de l'enquête nationale d'évaluation de la qualité des soins et services maternels et néonatals au niveau des hôpitaux de Djibouti. Afin de contribuer à l'amélioration de la qualité des services et des soins maternels et néonatals, une enquête nationale d'évaluation de la qualité des soins et des services au niveau des maternités hospitalières et des services de néonatologie a été menée au niveau des hôpitaux de la capitale et des régions de l'intérieur avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé. Cette enquête s'est déroulée du 6 au 11 mai dernier et a ciblé les professionnels de santé ainsi que les bénéficiaires des services. L'atelier de restitution des résultats de l'enquête nationale d'évaluation de la qualité des soins et services maternels et néonatals est une étape cruciale pour partager les conclusions et recommandations issues de cette enquête. Ainsi, cet atelier a permis de réunir l'ensemble des parties prenantes, y compris les professionnels de la santé, les directeurs politiques, les partenaires techniques et financiers pour discuter des résultats et planifier les actions futures. Décisive vers un avenir où chaque mère et chaque enfant à Djibouti auront une chance réelle de survivre et de prospérer. Au cours de ces dernières années, le pays a réalisé des progrès significatifs en matière de réduction de la mortalité maternelle et néonatale. Pour répondre à ces défis, Djibouti a développé et adopté la stratégie nationale d'accélération de la réduction de la mortalité maternelle et néonatale pour la période 2022-2026. Cette stratégie s'inscrit dans le cadre global pour la santé des femmes, des enfants et des adolescents, ainsi que dans les objectifs de développement durable. Et de son côté, le secrétaire général du ministère de la Santé a rappelé que la santé maternelle et néonatale constituait une priorité nationale pour le gouvernement djiboutien et plus particulièrement pour la politique du ministère de la Santé. On l'écoute. L'objectif principal de cet atelier est de partager les résultats de l'enquête nationale de 4 structures hospitalières de Djibouti qui sont l'hôpital Dar al-Hanan, l'hôpital Sheko, l'hôpital militaire et la maternité du CMH de Dikil qui a été menée pendant la période du 6 au 11 mai 2024 et ce, en vue de mesurer les acquis en matière de la pratique obstétricale et néonatale, de déterminer les défis et les gaps qui entravent la bonne qualité de soins de santé maternelle et néonatale, de définir les réponses clés et les recommandations en ligne avec les guides et protocoles de l'OMS les plus récentes. Je profite de cette réunion d'experts et de partenaires engagés dans ce processus d'évaluation et d'amélioration de la qualité des soins de santé maternelle et néonatale pour féliciter toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin pour le bon déroulement de ces travaux. Je tiens à rappeler que la santé maternelle et néonatale constitue une priorité nationale pour le gouvernement de Djibouti et plus particulièrement dans la politique du ministère de la Santé qui la reflète dans l'axe 2 de la stratégie nationale d'accélération de la réduction de la mortalité maternelle et néonatale.
Nous vous invitons aujourd'hui à vous aligner à cette stratégie nationale de Djibouti en mettant l'accent sur la mise en œuvre et l'adoption des lignes directrices nationales des soins maternels et néonatals qui concordent avec les dernières recommandations de l'OMS. Et dans le cadre de la journée internationale de la paix, une importante cérémonie a été organisée par l'Agence nationale de la promotion de la culture en collaboration avec l'UNESCO dans la salle de conférence de la Bibliothèque et Archives nationales. Le thème de cette année, cultiver une culture de la paix, dialogue et solutions durables, met en lumière l'importance des initiatives collectives pour résoudre les conflits et promouvoir une paix durable à l'échelle mondiale. L'événement a réuni sur place les responsables de l'Agence nationale pour la promotion de la culture et l'objectif de cette journée est de mobiliser les acteurs locaux, nationaux et internationaux pour discuter des moyens concrets de renforcer la paix tout en sensibilisant le grand public aux valeurs de tolérance et de coexistence pacifique. L'événement a été conclu par un débat conférence de panel concernant l'inclusion et équité dans la construction de la paix. Ce débat a été l'occasion de discuter des défis contemporains en matière de paix et de sécurité tout en explorant les solutions concrètes pour la construction d'un avenir pacifique. Cette journée sera un moyen de mobiliser régulièrement les efforts de la communauté internationale en faveur de la paix, de la tolérance, de l'inclusion, de la compréhension et de la solidarité, et l'occasion pour tous d'exprimer le désir profond de vivre et d'agir ensemble. Un formidable exemple. À Djibouti, on a la paix et la stabilité. Parfois, quand je suis en réunion régionale avec mes collègues qui viennent du Soudan du Sud, de Somalie, des pays où il y a les conflits, chaque année, à cette occasion, l'UNESCO appelle ses États membres, ses partenaires institutionnels et toutes les communautés avec lesquelles elle collabore à œuvrer pour une paix durable, fondée sur le respect mutuel, la justice et la solidarité. Trop souvent, c'est la guerre qui occupe les esprits, qui fait l'objet d'études, de débats, mobilisant les ressources et l'attention des nations. Ceux qui osent parler aujourd'hui de paix sont souvent assimilés au mieux à de doux rêveurs, au pire perçus comme des naïfs ou des idiots. Pourtant, l'histoire ancienne et récente nous enseigne une leçon souvent ignorée, l'échec de la violence et de la guerre comme instrument de progrès, de transformation sociale. Les peuples d'ailleurs ne se rendent compte de la valeur de la paix que lorsque la guerre éclate, détruit leur maison, leur vie et leur avenir. Et suivant également les interventions des représentantes, donc, notamment du PNUD et du directeur général de l'Agence pour la promotion de la culture. La paix, ce n'est pas un mot. Un sage de chez moi disait, la paix, c'est pas un vain mot, c'est un comportement. Donc, chacun de nous, dans nos cœurs, dans notre esprit, dans nos actes, doit pouvoir se comporter pour qu'on puisse garder cette paix qu'on a à Djibouti, on puisse la cultiver, on puisse, comme a dit le coordonnateur résident, exporter nos mécanismes de résolution des conflits, parce que la région en a besoin, l'Afrique en a besoin, le monde en a besoin. Et nous devons, en tant que Djibouti, montrer que c'est possible de vivre ensemble dans la paix, dans la cohésion et dans l'amour. En cette journée dédiée à la paix, nous nous réunissons pour partager, réfléchir et surtout agir ensemble en faveur d'un avenir plus pacifique et plus inclusif pour la Corne de l'Afrique et dans le monde. Aujourd'hui, je voudrais surtout m'adresser à vous, jeunes, vous qui êtes au cœur de cette journée. Vous représentez non seulement l'avenir de Djibouti, mais aussi un levier essentiel dans la construction d'un monde plus juste et plus pacifique. Et c'est dans cet esprit que ce Youth Space a été créé, qui sera bien sûr animé par Déré et son président, un espace pour vous, un lieu d'échange et de dialogue où vous pourrez exprimer vos idées, partager vos expériences et proposer des solutions pour que Djibouti soit toujours dans la paix.
Et enfin, pour clore l'actualité nationale, depuis ce matin, la salle de conférence du Centre technique national accueille un atelier crucial organisé par la Confédération africaine de football, la CAF, sur l'initiative pour des stades sécurisés. Cette formation se déroule dans un contexte où la sécurité à l'intérieur et autour des stades devient une préoccupation majeure. Le président par intérim de la Fédération djiboutienne de football a, dans un bref discours prononcé à cette occasion, salué cette démarche de la CAF. Mohamed Yassine a invité la quarantaine des participants à profiter pleinement de cette formation pour ensuite mettre en œuvre les acquis. Et le président de la commission, Hussein Barré, a pour sa part souligné que cette formation avait pour but d'assurer la promotion de la culture des stades sûrs en Afrique. Et depuis la création de son département de la sûreté et de la sécurité en 2019, la CAF s'est engagée à renforcer les mesures de sécurité dans les stades africains. L'initiative pour des stades sécurisés vise à établir des normes de sécurité élevées et à former des responsables compétents afin de garantir un environnement sûr pour les spectateurs, les joueurs et le personnel. L'objectif principal de l'initiative était de former 40 personnes par association membres en matière de sécurité dans les stades. Parmi les participants se trouvent également des responsables et agents de la sécurité de la FDF, des responsables de sécurité des clubs et des représentants des forces de l'ordre. En nouvelle du monde, à présent, le Salon africain de la défense et de l'aérospatiale est de retour à Pretoria, en Afrique du Sud, pour une 12e édition. L'événement qui a lieu 2 fois par an présente les nouveautés en matière d'outils de défense et de guerre. Partout dans les allées du centre d'exposition, des entreprises présentent leurs équipements de défense de dernière génération. Au Salon africain de la défense et de l'aérospatiale, chacun essaie de sortir du lot. Et pour cette 12e édition qui se tient jusqu'à la fin de la semaine, plusieurs pays sont venus présenter leur matériel militaire, parmi eux la Chine, la Turquie ou encore le Pakistan. Dès son ouverture, le salon a reçu la visite du président sud-africain Ramaphosa et de la ministre sud-africaine de la Défense. Et parmi les nouveautés exposées, différents types de drones dont l'usage se répand partout sur le continent. Et lors des conférences publiques, la question de leur utilisation et du manque de réglementation a été évoquée. Et enfin, c'était dans les titres de cette édition, alors que le Brésil, le plus grand pays producteur de café au monde, est confronté à sa pire sécheresse depuis plus de 70 ans, les cultivateurs de Sao Paulo évaluent les dégâts causés par un incendie de forêt ayant dévasté leur culture ces derniers jours. Dans la municipalité de Caconde, par exemple, les agriculteurs et les habitants ont uni leurs forces pour éteindre l'incendie, mais les dégâts restent importants. Le sinistre a atteint une 50aine de fermes et consumé une superficie estimée à 600 hectares selon les producteurs. La sécheresse qui sévit au Brésil affecte déjà le début de la saison. Selon un rapport publié ce week-end par le Centre d'études avancées en économie appliquée de l'école agroalimentaire de l'Université de Sao Paulo, les prix du café ont grimpé en flèche ces dernières années, avec une hausse de 55% en août par rapport au même mois l'année dernière. Malgré ces conditions météorologiques difficiles, l'Organisation internationale du café s'attend à une production supérieure à la demande cette année. C'est tout pour cette édition. Merci pour votre très aimable attention.